Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les élections locales et régionales initialement prévues le 17 décembre ont été reportées au mois d'avril 2018. L'information a été confirmée ce vendredi 15 décembre par les autorités. L'objectif selon le gouvernement est d'organiser des élections inclusives et apaisées. Selon l'opposition, ces dates fixées pour la tenue des scrutins sont tenables pour les communales et les régionales, mais pas pour la présidentielle de juillet 2018. La CMA, quant à elle, reste opposée à l'organisation des élections dans les régions du Nord avant une prise en compte des aspects politiques inscrits dans l'accord pour la paix et la réconciliation, estime ses responsables. Alors, en 2018, à quoi peut-on s'attendre? C'est le sujet du grand dialogue et nos invités sont Boulan Barrow de la majorité présidentielle, Djigiba Keïta d'IPPR du parti Parena, membre de l'opposition, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections. Je suis Mohamedou Touri. Le grand dialogue. Alors, le report de la date des élections, cela pourrait-il avoir des conséquences sur les élections à venir et sur l'état de la gouvernance du pays, M. Boulan Barrow? Bon, d'abord, permettez-moi de saluer tous vos auditeurs et vos téléspectateurs, ainsi que vous-même et mes co-débatteurs aussi. Bien entendu, le report des élections a logiquement un effet négatif quand même, un impact négatif quand même sur la bonne gouvernance et sur le reste du processus. Donc ça a un aspect néfaste quand même sur le processus électoral. Maintenant, par rapport à votre intervention, quand vous dites que le gouvernement vient de confirmer le vendredi passé par rapport au report, moi je pense que le report, nous l'avons appris à travers un communiqué du Conseil des ministres qui n'est pas du vendredi passé. Donc c'est ça l'élément officiel. Maintenant, par rapport à l'intervention du ministre de l'Aménagement territorial le vendredi dernier, il est venu peut-être pour se prononcer par rapport à des rumeurs qui sont là, circulées par-ci par-là. Sinon, officiellement, c'est à travers le communiqué du Conseil des ministres que nous avons eu l'information que les élections sont reportées. Et nous avions fait un débat par rapport à ce sujet à cette époque. Tout à fait. Alors, monsieur Djigiba Keïta dit PPR, vous êtes du Parena, membre de l'opposition. Est-ce que vous pensez que ce report aura des conséquences négatives ou positives par rapport à la gouvernance du pays? Je vous remercie. Je remercie le studio Tamani pour l'opportunité qu'il nous donne de nous exprimer, opportunité que nous n'avons pas sur les médias publics. Encore une fois, chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous vous félicitons et nous dénonçons l'accaparement de l'ORTM par la majorité présidentielle. C'est un combat de longue haleine parce que quand Ibeka était dans l'opposition, nous avons mené le même combat. Hélas, depuis 4 ans qu'ils sont au pouvoir, le musulman est encore plus grand. Encore bravo à Studio Tamani. D'accord. Alors, le report est d'abord, c'est la preuve de l'incurie du gouvernement. C'est la preuve de l'amateurisme, c'est la preuve du manque de prévision du gouvernement. Et c'est un énorme gâchis politique et financier que ce report a causé aux partis politiques. Nous ne pouvons que dénoncer l'amateurisme qui gouverne notre pays. Et donc les conséquences sont déjà qu'il crée des problèmes dans les partis politiques et dans les alliances, crée des problèmes financiers parce qu'on s'est endetté, les partis se sont endettés, les candidats se sont endettés pour pouvoir faire entrer leurs dossiers. Bref, c'est négatif. Or, c'était prévisible. Et étant donné que gouverner, c'est prévoir, le gouvernement savait très bien qu'il était dans l'incapacité d'organiser les élections. Pourquoi? Grâce à Ante Abana, on a fait la démonstration que l'insécurité est telle au Mali qu'on ne peut pas organiser de référendum. Et 2 mois après, comment vous allez organiser sur la même étendue du territoire des élections? Ce n'était pas réaliste. Le gouvernement a eu tort d'oser tenter d'organiser les élections à cette date-là. Deuxièmement, les frères qui ont pris les armes contre la République avaient dit que non, ils ne sont pas d'accord parce que, et là malheureusement ils ont raison, l'accord de capitulation d'Alger prévoit des conditions d'élection qui ne sont pas celles qui étaient prévues par le gouvernement. C'est pourquoi, quand vous lisez la déclaration de ces groupes armés qui disent qu'ils ne sont pas prêts, oui, ce qui est dans l'accord d'Alger, les élections qu'on organisait n'étaient pas conformes à cela.
Donc là, ils avaient malheureusement raison, mais eux et le gouvernement, ils ont tort parce que tel qu'ils envisagent, s'ils font ça, on aura un autre Mali, on aura peut-être 2 Mali. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas bon, l'accord n'est pas bon, l'accord est à revoir. En l'état, il ne peut pas être appliqué, sinon il n'y aura pas de Mali. D'accord. Ibrahim Sango, vous êtes le président de l'Observatoire des élections. Alors vous, que pensez-vous de ce sujet? Merci beaucoup. Nous avons l'habitude de donner notre point de vue par rapport à cela. Nous pensons que, comme l'a dit M. le ministre PPR, gouverner c'est prévoir. Tout le monde sait que les élections, c'est le socle de la démocratie. Sans élection, il n'y a pas de démocratie. Donc, il appartient au gouvernement de prévoir les conditions idoines pour que les élections puissent se tenir. Et le fait qui nous a marqué, c'est que le 5 octobre, c'est le décret de convocation qui a été pris en Conseil des ministres. Et le 26 novembre, ils ont dit qu'ils vont reporter les élections. Cela amène à la banalisation du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir qui est en place est en train de banaliser son propre pouvoir. Parce qu'un gouvernement responsable ne peut pas prendre une décision et après revenir sur cette décision. C'est le procès de la banalisation du pouvoir. Ensuite, le communiqué du 26 novembre qui fixe les élections, les échéances électorales en avril 2018, nous pensons que ce n'est pas là aussi très responsable. Pourquoi? Parce que le même communiqué qui dit que les élections sont reportées en avril 2018, c'est le même Conseil des ministres qui s'est réuni pour dire qu'on va réduire une partie de la loi électorale. Alors qu'il y a le protocole additionnel de la CEDEAO qui engage l'État malien, qui dit qu'à 6 mois d'un processus électoral, on ne doit pas toucher les textes. Donc les textes ont été touchés. Et avril, ce n'est pas 6 mois, c'est à 5 mois des élections. Donc ça va créer d'autres problèmes encore pour 2018. Donc selon notre observation, il n'y aura pas d'élection en avril 2018 pour les communales et les locales. C'est des interrogations qu'on se pose. On pense que ça ne pourra pas se tenir. Pourquoi vous pensez que ça ne pourra pas se tenir? Mais le protocole de la CEDEAO est déjà violé. Il suffit que l'opposition attaque, l'opposition est sur la table, qu'ils attaquent ça devant la cour de la CEDEAO, et immédiatement on va annuler ces élections communales et régionales. Parce que ça ne respecte pas l'esprit commun de ce que les États membres de la CEDEAO ont dit. À 6 mois des élections quelconques, tant que tous les partis politiques ne sont pas d'accord, il ne faut pas convoquer il ne faut pas toucher les textes fondamentaux qui doivent régir les élections. Alors que les textes fondamentaux qui doivent régir les élections au Mali, c'est la loi électorale. La loi électorale de 2016 qui a été prise, qui n'a pas été appliquée en 2016, et maintenant qu'on retouche encore sans le consentement de toutes les parties présentes aux élections. Donc cela pose un problème. Et on n'est pas à 6 mois. Le délai de 6 mois n'a pas été respecté. D'ici avril 2018, ça fait 5 mois. Donc ça veut dire que les élections d'avril 2018, à notre sens, ne pourront pas se tenir. D'accord. Boulambarou, est-ce que vous pensez également que c'est un amateurisme de l'État? Non, bon, nous l'avons dit ici qu'il y a eu de l'amateurisme, mais il ne faudrait pas qu'on exagère aussi. Si on ne peut pas réviser, on ne peut pas toucher la loi électorale pour l'adapter au contexte de l'accord, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire l'élection sur la base de l'ancienne loi? Nous dire qu'il y a des difficultés techniques qui sont au sein de l'accord. Si on veut prendre l'accord texte par texte, et puis on devait lire entre les lignes. Mais on peut pas, normalement, on ne devrait même pas tenter d'organiser ces élections tant que les groupes armés ne sont pas désarmés. C'est là aussi le problème. Il faudrait qu'ils soient cantonnés et désarmés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Ils disent qu'ils veulent s'ériger en parti politique. Alors, les groupes armés voudraient participer à ces élections-là, parce que c'est des élections locales qui les concernent directement. Ils veulent participer à ces élections-là. Maintenant, le temps pour eux de transformer les groupes armés en parti politique, pour ne pas les exclure. C'est la raison fondamentale qui a été avancée. Mais est-ce qu'ils sont obligés de former un parti politique pour pouvoir participer? Ils peuvent participer comme des candidats indépendants, non? Non, je pense que dans leur démarche, ça passe aussi en filigrane dans l'accord, que plus tard, là, les groupes armés là, veulent se transformer en parti politique pour participer effectivement au jeu démocratique. Alors, maintenant, le temps pour eux de se transformer en parti politique. Maintenant, ils ne peuvent pas aussi quitter du statut du groupe armé en parti politique sans pourtant qu'ils détiennent les armes. Il faudrait qu'ils déposent les armes d'abord, qu'ils acceptent d'être cantonnés, qu'ils déposent les armes. Maintenant, peut-être ils peuvent aller se présenter et participer au processus électoral comme tout le monde en tant que parti politique. D'accord. Donc, dire que le protocole additionnel de la CEDEAO dit bon, si on ne peut pas toucher les textes pour modifier, mais l'ancien texte est là, on peut faire les élections sur la base de l'ancien texte. D'accord, les textes ont été violés. Est-ce que l'opposition va attaquer? L'opposition, c'est dans son droit de l'attaquer. Encore une fois, c'est le gouvernement qui n'est pas responsable. Le gouvernement connaît le protocole additionnel de la CEDEAO. Déjà, on l'avait évoqué lors d'un précédent scrutin. On a dit attention. On a alerté. Bon, heureusement, ça a été reporté.
Mais vous dites d'amener une loi qui est déjà abrogée, d'amener faire du agarlaf. La loi qui est abrogée, on va la réhabiliter. Non, c'est pas comme ça. La loi qui est abrogée? Oui, non, vous dites d'amener l'ancienne loi. Laquelle ancienne loi? Non. Il n'y a qu'une loi qui est abrogée. Oh non, vous dites, je n'ai pas compris. Quand vous dites il faut appliquer l'ancienne loi, c'est laquelle? Si on ne peut pas modifier la loi en vigueur, oui, la loi 2016, en vigueur, mais ce n'est pas encore abrogé. On peut continuer à se conformer. Seulement là, tu exclus la CEMA et la plateforme, ils ne seront pas d'accord. Et donc les élections n'auront pas lieu. Non. Mais même s'il n'y a pas ça, les élections ne peuvent pas avoir lieu. Le gouvernement n'est pas outillé. Il n'y a pas de sécurité. C'est eux qui s'auto-excluent. Parce qu'on ne peut pas détenir les gens et vouloir dire qu'ils veulent se compétir. Mais le gouvernement le sait, le gouvernement ne fait rien pour qu'il désarme. Donc c'est ça encore, c'est la responsabilité du gouvernement. Vraiment, on a élu Ibeka pour résoudre le problème du Nord. Il a été incapable de résoudre. Les gens sont armés, ils s'asseyent à la table, ils dictent leurs conditions et ils acceptent toutes les conditions. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec les dictats de la CIMA et de la plateforme. C'est au gouvernement de s'assumer, c'est lui qui parle au nom du Mali. Dans ces conditions, est-ce que vous pensez que les élections pourront se tenir en avril 2018? Non, moi je ne crois pas. Moi je ne serais pas du tout. Tout comme je n'ai pas été surpris que ça a été reporté en novembre là, en avril, moi je crois qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que le gouvernement est totalement incapable d'organiser des élections, de remplir les conditions idoines pour organiser des élections en avril prochain. D'accord. Si moi j'ai dit depuis la fois passée par rapport à cette question, même par rapport au communiqué du gouvernement pour les reports, on dit c'est en perspective pour avril. Lorsqu'on dit en perspective pour avril, cela veut dire que le gouvernement même dans le communiqué n'est pas sûr d'avoir tenu des élections en avril. En tout cas, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire c'est écrit en perspective pour avril 2018. Donc cela veut dire qu'il y a encore, ils ne sont pas aussi sûrs. D'accord. Alors, si du côté de la plateforme, on n'en fait pas un problème, la CMA, quant à elle, reste opposée à l'organisation des élections dans les régions du Nord. Elle estime qu'avant toute élection, il faut d'abord une prise en compte des aspects politiques inscrits dans l'accord pour la paix et la réconciliation, notamment l'organisation du retour des réfugiés, la relecture des lois portant la libre administration des collectivités territoriales et bien d'autres aspects y afférents. On va écouter Sidi Ibrahim Ould Sidati, président en exercice de la CMA. Ce n'est pas possible d'organiser des élections quand vous n'avez pas un fichier électoral disponible, quand vous n'avez pas un roulement quand la partie des populations sont à l'extérieur pour faire des élections locales, c'est difficile. Les élections locales demandent quand même la participation des gens qui sont là-bas. Si le programme l'a vu les jours, on a pu régler la majeure partie des difficultés, nous on ne voit pas d'inconvénients. Ibrahim Sango, que pensez-vous de cette déclaration de la CEMA? Bon, la CEMA est en train de défendre sa chapelle. Bon, quelque part, la CEMA a raison, quelque part, elle n'a pas raison. Et pour le problème des réfugiés, je pense que les réfugiés qui sont à l'extérieur, le retour des réfugiés, on dit que c'est toujours volontaire. S'ils ne veulent pas revenir, personne ne peut les obliger à prendre la cravache pour les faire revenir. Ça, il n'y en a pas question. Maintenant, les élections locales, bien sûr, ça intéresse les communautés à la base. Donc, ce n'est pas comme les présidentielles ou bien les législatives. Mais l'autre interrogation qu'il y a, c'est que pour les 2018, si on voit l'agenda électoral, il y a pour le cycle électoral, l'élection du président de la République, l'élection des députés, et puis si on ajoute encore l'élection des conseils communaux, des conseils de cercle, etc. Donc ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'État même a les moyens financiers de supporter ces élections? Nous ne pensons pas. Donc cela ajoute à notre interrogation par rapport à la tenue des élections communales, des élections locales d'avril 2018. Mais ce qui est sûr encore, c'est qu'il y a un problème de sécurité au Mali. Aujourd'hui, si on veut schématiser, le Mali, c'est de Caille au carrefour de Guinée. Après le carrefour de Guinée, jusque là-bas, il n'y a pas le Mali. Aujourd'hui seulement, à Nyono, il y a eu une attaque hier soir, et à 13h, les rebelles sont revenus pour attaquer encore. Oui. Donc ça veut dire que le problème de sécurité se pose avec acuité. Qu'est-ce qui a été fait pour régler cela? Rien. Il y a eu des forums qui sont tenus, On a dit de négocier avec Amadou Koufa, on a dit de négocier avec Iyad, rien n'a été fait. Donc, ça veut dire que le problème de sécurité est réel et le Mali, aujourd'hui, ne maîtrise pas la totalité de son territoire. Et cela pose le problème par rapport aux élections locales. Boulambaro, qu'en pensez-vous? Bon, moi, il y a un paradoxe, quoi, en écoutant les gens là, c'est dire les retours des réfugiés. Mais pourquoi les réfugiés sont partis? Parce qu'il y a des gens qui détiennent les armes. Et ils ne peuvent pas détenir les armes, occuper l'espace qui vivaient traditionnellement ces réfugiés-là, et pendant que vous avez encore les armes, vous voulez que ces réfugiés reviennent. S'ils veulent rassurer les réfugiés, s'ils veulent effectivement que les réfugiés reviennent pour participer aux élections, qu'ils acceptent de déposer les armes, de se cantonner, de déposer les armes et de s'insérer, ils verront bien que les réfugiés reviendront. Donc il y a un paradoxe criard qui eux-mêmes démontrent sans se rendre compte
Il peut pas. C'est à cause du fait qu'ils détiennent les armes que les réfugiés sont à l'extérieur du pays. Si tout de suite ils décident de se cantonner, de déposer les armes et de s'insérer, mais les réfugiés viendront tout bonnement. D'accord. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, Monsieur Djigiba Keïta du PPR, nous sommes prêts sur le plan matériel, mais nous devons encore améliorer la préparation politique de ces élections pour que tout le monde y participe et qu'elles soient pleinement réussies, avait expliqué Tchéma Hubert Coulibaly, ministre de l'administration territoriale. Que pensez-vous de cette déclaration? Bon, c'est une répétition totalement inutile. Parce qu'il savait très bien, en organisant, dès qu'il y a eu la réserve des rebelles, il savait très bien que ce n'était pas inclusif. Et quand il dit que sur le plan matériel, tout était OK, ils sont prêts, non. Comme le représentant de l'aménagement l'a dit, mais il y a combien de préfets qui manquent? Et ce n'est pas nous, l'aménagement, qui allons remplacer les préfets et les sous-préfets. Matériellement, ça ne peut pas se faire quand il n'y a pas l'administration. Il n'y a pas l'administration au Mali aujourd'hui. Si on est généreux, on va dire sur les 2 tiers, sinon les 3 quarts du territoire. Donc matériellement, ils ne sont pas prêts. Parce que l'outil matériel, il suffit d'un coup de feu quelque part pour que tout le monde détale. Et donc on n'a pas l'outil matériel pour organiser les élections. Non, ils ne sont pas prêts. Et ils ne seront pas prêts en avril parce qu'au rythme où on va, le gouvernement là est incapable d'amener la sécurité et la sérénité dont nous avons besoin pour organiser les élections. C'est pourquoi avril ne peut pas avoir lieu. D'accord. On va écouter le ministre de l'administration territoriale, M. Tchéma Hubert Coulibaly. Au cœur de l'État, il y a des choses qu'on ne dit jamais. Et surtout, il y a des choses auxquelles on ne répond jamais quand on est au cœur de l'État. Parce que servir l'État à ce niveau-là est un privilège. Et il faut se montrer digne de ce privilège-là. Nous avons volontairement mis fin à une transition qui ne devait pas durer. Dans un état d'exception, nous ne pouvions pas construire la paix. Et on nous demande de revenir dans un état d'exception, de mettre les institutions entre parenthèses. Pour quel motif? Ne pas faire d'élection présidentielle? Ne pas élire les conseillers régionaux? Ne pas élire les conseillers de cercle? Alors que nous avons signé des documents qui nous obligent à cela en leur conférant des pouvoirs nouveaux. Quel serait alors le statut de notre République? Nous déciderions nous-mêmes, parce que nous faisons face à un ennemi qui est le terrorisme, de mettre nos institutions entre parenthèses, quel que soit le président, quelle que soit la majorité. Quel est le fondement juridique ou même philosophique d'une telle posture? Je crois savoir que même en Syrie, il y a eu des élections. Il y a eu des élections en Irak, n'est-ce pas? Alors, vous savez, moi je peux parler avec certitude de ce que j'ai l'intention de faire. Je peux parler avec certitude de ma volonté et de celle du gouvernement du Mali, parce que cela est une ligne politique, à consolider notre processus démocratique, à renforcer l'autorité de l'État par sa présence sur le territoire. Ma mission consiste à doter le Mali d'un état civil fiable, qui va donner un fichier incontestable, qui sera accepté par tout le monde. Et ma mission consiste à organiser les élections. Et moi, je conduirai cette mission-là. Et quiconque se retrouvera à ma place, parce qu'on ne sait jamais, je suis convaincu, continuera dans cette direction. Parce que, vous savez, vous avez parlé de pays en crise terrible, qui sont dans des situations pires que le Mali, mais qui ont organisé des élections. Il n'y a pas si longtemps, les Kurdes ont organisé un référendum dans l'actuel Irak. Mais de grâce, que voulons-nous? Voulons-nous une république ou voulons-nous demeurer dans des états d'exception à donner tous les jours des occasions à la subversion de faire son chemin dans Bamako et ailleurs au Mali? Non. Seule la République debout peut faire face à la subversion. Ce ne sont pas les forces de police ou... Non, c'est la République debout qui fait face à la subversion. Et donc, je crois, il me semble pertinent de continuer à fournir des efforts pour que les élections se fassent. Il faut fournir des efforts pour cela. Et ces efforts, c'est le dialogue. Ces efforts, c'est la concertation. C'est aussi un dispositif de sécurisation des régions du centre. Il y a un programme qui est en cours, qui va se déployer. C'est aussi des réponses autres que militaires à la question de l'extrémisme violent. Ce sont des réponses autres que militaires à la gestion des relations entre l'État et ses administrés. Boulambaro, est-ce que vous partagez cette déclaration de Monsieur le ministre? Vous savez, partager cette déclaration, c'est... Je ne sais pas, il s'adresse à qui? Je me pose la question, le ministre s'adresse à qui? C'est ce que j'ai dit ici la fois passée. Que nous sommes des partis politiques. De la majorité. De la majorité, comme de l'opposition, nous n'organisons pas les élections. C'est l'administration qui organise les élections.
Et par rapport au report, personne n'a entendu un parti politique de la place, que ce soit de l'opposition de la majorité, demandant le report. Voilà pourquoi je prévoyais ce genre de discours. Si c'était l'un des partis politiques, ou encore parti de la majorité de l'opposition, qui demandait les reports, qui décriait le motif de l'insécurité par rapport à la bonne tenue de ces élections-là, on aurait dit, ah, ce sont les partis politiques qui ont demandé les reports, c'est eux qui refusent les élections. Mais je me pose la question, les ministres, ils s'adressent à qui? Ce n'est pas nous qui avons demandé les reports. Alors, nous on attend tout bonnement qu'ils organisent des élections, qu'on participe. Et c'est ce qu'on a démontré. Les partis politiques de l'opposition comme de la majorité, nous avons tous déposé la liste. Et il y a eu du séisme, comme le grand frère Pepper vient de le dire, au sein des partis politiques par rapport aux négociations d'alliance, par rapport avec les alliés, ou même au sein des différents partis politiques par rapport au positionnement. Les gens ont déboursé de l'argent pour faire les dossiers. On ne nous a pas remboursé. Maintenant, on parle du report. Ce n'est pas les partis politiques. Je ne sais pas, ils s'adressent à qui? Je me pose la question, ces discours-là, ça s'adresse à qui? D'accord. En tout cas, pas aux partis politiques. Vous, que pensez-vous de cette déclaration du ministre? mais merci beaucoup. Effectivement, c'est cela. À qui il s'adresse? Il est désemparé. Le problème qu'il pose, c'est lui qui est censé en avoir les solutions. Et il parle à qui? Donc c'est le gouvernement qui n'est pas responsable. Donc s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à dégager, laisser d'autres patriotes prendre leur place pour gérer le pays. Le fond du problème, c'est que le gouvernement est incapable de gérer le pays, de gérer les élections. C'est ça le problème. Ah, il a dit, il n'y a pas que la force militaire qui peut résoudre le problème. On est d'accord. Il y a les dialogues. Ils s'assoient pour parler. Mais ils n'ont jamais été capables de s'asseoir pour parler fondamentalement des problèmes qui préoccupent le Mali. La conférence d'entente nationale? Mais ce n'était pas une conférence, c'était du folklore politique. C'était du folklore politique. Comment ça a été organisé? Qui sont venus avec des perdièmes à gauche? C'est comme ça qu'on résout le problème du Mali? Non. Il faut qu'ils s'assument que les forces vives du pays s'asseyent pour parler du Mali. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous en sortir? Et ils ne peuvent pas. Ou si je fais la constitution, eux seuls ne peuvent pas. Il faut qu'ils s'asseyent avec les autres pour résoudre le problème. Donc les questions que mon frère a posées, c'est exactement, il s'adresse à qui? Mais c'est lui qui est censé pouvoir organiser. Mais personne ne l'a dit de ne pas organiser les élections en avril ou en juin 2018. C'est à lui, la balle est dans son camp. La balle est dans le gouvernement, dans le camp du gouvernement incapable. C'est ça le drame. Le gouvernement n'est malheureusement pas capable d'organiser, d'apaiser, d'amener la sécurité et d'organiser les élections. Et que ce soit en avril ou en juin, il a parlé de juin. Dans sa déclaration, il semble être sûr que les élections pourront se tenir. Est-ce que cette déclaration vous rassure, vous? Mais on n'est pas du tout rassuré. Avant le report, ils avaient dit que non, les élections, les régionales et les élections locales, là, ça va se tenir. Avec beaucoup d'assurance. Mais vraiment de manière hautaine même. C'est-à-dire c'était une assurance qui était insultante. Tout le monde savait la réalité. Tout le monde sait qu'au-delà de Ségou, on est en insécurité. Voici, il a parlé de Nyono. Tout le monde sait que, ne parlons pas au-delà de Séva. Non, le Mali, les 3/4 ne sont pas entre les mains des Maliens. Donc, il ne peut pas organiser les élections. Il faut amener la sérénité. Et pour parler de l'organisation pratique des élections, les rebelles ont raison. La CEMA a raison de dire le fichier. Mais nous, on a posé des conditions qu'il faut pour organiser le monde. On n'a pas de fichier. On n'a pas de fichier électoral. On a les cartes qui se baladent et on fait le cantonnement. Au lieu de faire le cantonnement de la semaine, on fait le cantonnement des cartes Nina et qu'on donne seulement à des partisans de la majorité présidentielle. Non, il y a beaucoup de problèmes. On parlera de 2018 parce qu'il en a parlé. Les questions viendront à ce niveau, on va dire ce qu'on en pense. D'accord. Ibrahima Sango, vous, est-ce que, excusez-moi, M. Keïta et M. Barrow se demandent à qui s'adresse le ministre? Est-ce que vous savez à qui ce message est destiné? Bon, nous pensons que le ministre est fâché contre lui-même parce qu'il n'a pas pu organiser les élections comme il avait donné l'assurance. Et avant cette date de décembre, il avait dit que ça va se tenir. Il avait donné toutes les assurances. Mais ça n'a pas pu se tenir, donc il est fâché contre lui-même. Mais je pense que être ministre, c'est un privilège, d'accord. Mais il faut une dose de sincérité. Une dose de sincérité et une dose de redevabilité. C'est-à-dire qu'on est ministre pour un pays. C'est-à-dire qu'on doit servir le pays et non prétendre se servir lui-même. Le minimum pour qu'un ministre de l'administration territoriale, c'est d'animer les cadres de concertation qui existent. Cadres de concertation avec les partis politiques, cadres de concertation avec la société civile, et cadres de concertation avec les partenaires techniques et financiers. Depuis que le ministre est venu à la tête de l'administration territoriale, je crois qu'il a tenu des cadres de concertation avec les partis politiques, avec les partenaires techniques, mais aucune organisation de la société civile spécialisée dans les questions électorales n'a été conviée au ministère pour discuter des problèmes.
Lui-même, en tant que ministre, a reconnu que par rapport aux nouveaux majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, ceux qui ont eu 18 ans de 2013 à maintenant, 18 ans en 2013, 18 ans en 2014, ainsi de suite jusqu'à cette année. Sur ce lot, il y a 5% seulement qui sont recensés dans le fichier électoral. Donc tous les 95% ne sont pas recensés. Et c'est le ministre même qui a dit ça. Donc le fichier électoral n'est pas bon. Tout le monde sait que le fichier électoral malien n'est pas bon. En 2013, les partis politiques, avec un consensus, sont partis aux élections, sachant que le fichier n'est pas bon. Donc il fallait après 2013 faire le toilettage de ce fichier électoral pour qu'on ait un fichier électoral fiable pour le Mali. Ensuite, ça, dans le camp du gouvernement de la République du Mali, quand il y a eu la conférence d'entente nationale, ce n'est pas une conférence, mais quand même il y a eu des conclusions, des recommandations. On a dit négocier avec les frères islamistes maliens. Amadou Koufa, négocier avec eux. La conférence d'entente nationale a fait cette recommandation. Ensuite, le Premier ministre a mis en place une commission de bons offices dirigée par Mamoudou Diko. Ils ont fait des concertations partout et les mêmes conclusions sont revenues. Négocier avec IAD et avec Amadou Koufa, comme ça, ça va permettre de cadrer quand même l'insécurité qui existe sur le territoire malien. Le gouvernement n'a rien fait. Donc, s'il est fâché contre lui-même. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit négocier avec Amadou Koufa et IAD? C'est les Maliens qui ont émis ce souhait. Des Maliens qui ont été consultés pendant la conférence d'entente nationale ont émis le souhait, ont fait des recommandations, négocier avec Amadou Koufa, négocier avec IAD. Ensuite, avec les concertations que la commission de bons offices qui a été mise en place par la primature, par le Premier ministre, en la personne de Mamoudou Diko qui était le président, ils ont fait des concertations. Les Maliens ont dit négocier avec Amadou Koufa, négocier avec IAD. C'est la parole de la majorité, c'est le vœu de la majorité. Et avant ça même, le parti politique, le Parena, avait dit ça. Négocier avec les Maliens qui sont dans cette dynamique pour qu'on puisse avoir la paix. Et le gouvernement n'a rien fait. Donc, est-ce que 2018, on aura des élections? Ça, c'est le point d'interrogation. On va poser la question après. Alors, PPR, quel effet toute cette situation pourrait avoir sur la livraison des services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement? Bien entendu, quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas l'eau, l'électricité et l'école. La preuve, on a des centaines d'écoles qui sont fermées aujourd'hui. On a 80 à 100 préfets et sous-préfets qui ne sont plus à leur poste. Donc ces populations sont laissées à elles-mêmes, gérées peut-être par les humeurs de IAD ou d'Amadou Koufa. Mais l'État malien n'existe pas. Et donc la tenue des élections devrait changer cette situation? Ah non, parce que pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait la sécurité. C'est grâce à cette sécurité que les écoles, les infrastructures sont remises sur pied et on va le faire. Mais c'est ceux qui ont pris les armes contre la République qui sont en train d'exiger, c'est eux qui ont détruit tout ce qui était au nord. Faut qu'on le dise. C'est les rebelles qui ont détruit tout ce que l'État malien avait investi au nord, et des centaines de milliards. Et maintenant, ils voient leurs enfants et leurs petits-enfants qui ne sont pas à l'école sans leur dire rien, comme s'ils n'ont pas conscience que l'avenir de notre pays, c'est quand même ces enfants-là. Donc ça, c'est la balle est dans leur camp. Vous avez parlé également de l'argent qui est investi pour la préparation et qui doit être également utilisé d'une autre façon, vu que l'argent qui est utilisé ne peut plus être récupéré. Alors qui perd, c'est pas le citoyen lambda? Les citoyens lambda, les partis politiques. On se demande même si on ne doit pas faire une requête contre le gouvernement pour qu'il nous rembourse les frais qu'on a investis dans... Je voyais un parti, en l'occurrence l'URD, qui avait dit non, c'est une possibilité. Je crois qu'il faut l'explorer pour que l'État rembourse aux partis politiques les fonds qu'ils ont investis dans ces élections ratées-là, et qui étaient prévisibles. Le report était malheureusement prévisible. D'accord. Boulambaro, qu'en pensez-vous? L'effet positif ou négatif que ça pourra avoir sur la livraison des services sociaux? Non, c'est qu'il n'y a pas de sérénité. Quand il n'y a pas de sérénité dans la gouvernance, attendez-vous tout simplement que les populations sont desservies. Sur le plan des services sociaux de base, éducation, santé, hygiène. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de sécurité, il faut ça. Maintenant, il s'agit de renouveler les mandats. D'ailleurs, ce n'est même pas de renouveler les mandats des conseils des cercles et des assemblées régionales. Même si on renouvelait, même si on parvenait à les renouveler, ce qui est difficile dans un contexte de sécurité, même s'il y avait des nouveaux élus qui étaient venus, tant que l'insécurité persiste, ils ne pourront pas servir. Il n'est pas dit que ceux qui étaient là-bas, qui sont en fin de mandat, n'avaient pas servi, comme il l'a si bien dit. Ils ont servi dans un cadre de sérénité. Mais du moment où ils sont en train de continuer dans leur mandat, qui a expiré il y a longtemps, dans la prolongation de leur mandat,
et que l'intégrité aussi est persistante, il va de soi qu'il ne peut pas servir la population comme ça se doit. D'accord. Sango, vous êtes de la société civile. Quel est l'impact de tous ces reports sur la société civile, la population? Mais l'impact est extrêmement important. Et quand vous allez dans les villes du Nord, par exemple, à Gao, Tombouctou, vous allez même à Mopti. Vous savez, je prends l'exemple de Tombouctou. Tombouctou-Gounam, ça fait à peu près 90 km. Personne ne peut sortir de Tombouctou pour aller à Gounam sans être attaqué. Donc les populations sont là, vivent seulement dans la seule ville de Tombouctou. Ils n'ont accès à rien. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de services sociaux de base. Les gens ont peur d'aller là-bas. Chaque jour, il y a des attaques. En plein centre-ville de Tombouctou, il y a des attaques. Donc, ça veut dire que l'insécurité même, c'est le problème fondamental. Sans parler de... C'est ce qui est... Parce que quand il n'y a pas de sécurité, personne ne va là-bas. On dit, mais je vais mourir là-bas. Et puis, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini. On t'oublie. Donc, il faut que la sécurité puisse revenir dans les régions du Nord pour qu'on puisse parler même d'exemple des services sociaux de base. Les préfets qui ont été égorgés à Kidal, quel est leur sort? Le sort de leur famille? Rien. Personne ne pense à eux. Donc c'est ça. Mais l'autre menace aussi qui est en train de venir et que les gens ne voient pas. On parle aujourd'hui de la CMA, de la plateforme. Mais il y a Irganda, c'est tout mouvement sédentaire qui est en train de naître et qui a même un hymne. Un hymne. C'est comme un pays. Irganda. Il y a l'hymne de Irganda. Les populations sédentaires du Nord. Donc ça veut dire que ça c'est encore plus dangereux. Ça veut dire que c'est la partition des pays qui se prépare actuellement. Il y a la CEMA, il y a la plateforme, mais aussi il y a Irganda. Les Canadiens ont annoncé. Et beaucoup de gens sont en train de dire il faut qu'on ait notre hymne, il faut qu'on ait ceci, il faut qu'on ait cela. Donc tout ça c'est à cause de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement est-il conscient de tout cela? Mais gouverner, c'est prévoir. On dit gouverner, c'est prévoir. Normalement, un gouvernement doit prévoir tous les cas de figure. On dit prévoir la figure A, le plan B, le plan C. Non, mais aujourd'hui, il n'y a aucun plan. On est en train d'aller droit au mur. Et c'est ce qui est déplorable. D'accord. Boulambaro, à quoi peut-on s'attendre avec toute cette situation en 2018, quand on voit qu'il y a les élections communales et régionales qui sont prévues en avril plutôt, et les élections présidentielles qui sont prévues en juillet 2018? Non, moi je pense que par rapport aux élections présidentielles, pas de complaisance. Il n'y a pas une autre alternative pour le Mali dans un cadre républicain démocratique. Il n'y a pas une autre alternative que d'organiser les élections présidentielles. Là, je pense qu'à ce niveau, il faudrait qu'on soit intransigeant par rapport à ça. Pas de complaisance à ce niveau. Si peut-être que toute cette gymnastique est faite pour nous ouvrir une période de transition qu'on ne pourra pas refermer, je pense que ils vont trouver les moyens devant eux. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait même pas un long débat par rapport à ça. Les élections présidentielles doivent se tenir impérativement. Parce qu'à la fin du mandat du président de la République, les 4, sinon les 3, personne ne sait les lendemains ce qui va arriver. Juridiquement, personne ne peut dire qu'à la fin du mandat du président de la République, quelle solution juridique nous avons. Le ministre l'a dit dans son discours que sa mission est d'organiser les élections et qu'il ne veut pas qu'on soit dans un état d'exception et qu'en Syrie il y a eu des élections. Est-ce que cette déclaration vous rassure que les élections communales, régionales et présidentielles vont se tenir? Non, ce n'est pas les propos, moi c'est le comportement. Moi je serais fondé dans ma foi à travers tout ce qui vient de dire s'il parvenait à organiser les élections locales et régionales en avril. D'accord. Alors, vous qui êtes de la majorité, censé être plus proche des autorités, est-ce qu'il n'y a pas cette discussion entre vous, entre partis de la majorité pour... Vous savez, par rapport à l'intérêt de la nation, vous savez, le Mali est au-dessus de tout. Moi, je suis un parti de la majorité qui s'appelle le Sénégal Faso Iwaton. Nous avons notre parcours politique. Personne, on ne va pas tomber dans des pièges de ce genre politique. Le peuple ne va pas nous tolérer, le peuple ne tolérera pas le Sénégal par rapport à des pièges de ce genre. Nous devons être clairs. Pour les élections régionales et locales, c'est des réformes qu'on a voulu introduire dans notre organisation administrative. Mais pour des élections présidentielles, ça c'est la Constitution qui exige ça. Et nous n'avons qu'un seul tableau de bord, la Constitution. On ne veut pas de rupture. Parce que vous semblez beaucoup plus insister sur la tenue des élections présidentielles que celle des communales et régionales. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on ne parvient pas à organiser les élections locales et régionales,
le pays peut continuer, en attendant de trouver une solution meilleure. Mais lorsqu'on ne parvenait pas à tenir une élection présidentielle, moi, je ne sais pas quelle est la solution qui viendra après le mandat du président. D'accord. PPR, vous voulez réagir? Merci. Non, je suis tellement d'accord avec lui que je me dis, malheureusement, comme c'est nos gouvernements, gouverner c'est prévoir, mais ils ne connaissent pas ça. Objectivement, ils doivent mettre dès maintenant. S'ils veulent qu'on réussisse les élections en juillet, août, dès maintenant, ils mettent une croix sur avril. Cap sur les élections présidentielles. Parce que comme il dit, voilà, tout de suite, il y a eu les reports de l'élection en novembre, il n'y a pas de problème. En avril, si c'est reporté, il n'y a pas de problème. Mais si les présidentielles n'ont pas lieu, mais c'est la première des institutions qui ne marche pas, et donc le pays s'effondre. Et donc il y a un bouleversement, on entre dans l'inconstitutionnalité aux conséquences totalement incalculables. Donc ce qu'il faut dès maintenant, là, ils n'ont qu'à mettre une croix sur avril, parce qu'ils ne peuvent pas, on sait déjà qu'ils ne peuvent pas, mettre tous les efforts, tout le focus, le curseur sur juillet 2018. Si on met une croix sur avril, en parlant des élections communales et régionales, cela veut dire que l'administration ne sera pas présente également dans ces différentes Non, pas du tout. C'est que dès maintenant qu'ils travaillent... Est-ce que les élections présidentielles pourront être ils travaillent dès maintenant, c'est que l'administration soit là-bas, mais avec l'idée de juillet 2018. Voilà. Dès maintenant, ils savent qu'il y a beaucoup d'administrateurs qui manquent dans beaucoup de coins. Ils n'ont qu'à s'atteler à cela. Mais ils ne peuvent pas organiser... Ils vont vouloir dire que c'est la grande répétition avant le jour J. C'est pourquoi ils vont organiser avril. Mais comme ils sont incapables, moi je leur conseille de regarder à deux fois s'ils ne doivent pas dès maintenant mettre une croix sur avril et se focaliser sur juillet 2018. Est-ce que vous partagez cet avis, M. Sambou? Absolument, parce que quand vous voyez que la CEMA dit qu'il n'y aura pas d'élection tant que l'accord n'est pas respecté, ainsi de suite, c'est parce que dans l'accord on prévoit les autorités intérimaires. Ils ont mis en place les autorités intérimaires et c'est une coquille vide. Les autorités intérimaires sont là-bas, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas d'argent pour rouler. Donc eux aussi disent que tant qu'ils ne vont pas gérer quelque chose pendant un bout de temps, il n'y aura pas d'élection. Le mieux pour le gouvernement malien, à notre sens, c'est de mettre une croix sur avril 2018. Mettre une croix sur avril 2018, parce que l'argent qu'on va engager dans cela, les partenaires ne vont pas apporter quelque chose. Parce qu'en général, les partenaires techniques et financiers qui aident dans le processus électoral, c'est les élections présidentielles et les élections législatives. Mais pour les élections locales, c'est vraiment l'achat du gouvernement. Et le gouvernement n'a pas les moyens pour organiser et les élections locales, et les élections présidentielles, et les élections législatives pour 2018. Il n'y a pas les moyens pour ça. Et il est mieux de se contenter sur les élections présidentielles et législatives, mais en avant, mettre en place les cadres, et respecter les cadres de concertation, pour éviter les violences électorales et les violences post-électorales. D'accord. Alors, dans ces conditions, à quoi peut-on s'attendre en 2018? Est-ce que les élections présidentielles vont se tenir? À notre sens, les élections présidentielles doivent se tenir. Nous, en tant qu'organisation de la société, nous avons reçu des missions qui sont venues des Nations Unies, de l'organisation de l'Union africaine, et puis de beaucoup d'autres structures, des pays qui viennent se renseigner. Tout le monde est dans l'attente des élections présidentielles législatives. Il faut qu'en juillet-août, il y ait des élections. C'est ça le vœu de toutes les organisations. Et je crois que même les partis politiques au Mali, tout le monde veut qu'il y ait des élections. Parce que s'il n'y a pas d'élections, on va dans l'inconnu. Donc et ça, tout le monde veut éviter cela au Mali. Barrow, est-ce que tout le monde est en train de jouer son rôle, notamment l'opposition, la majorité, les partenaires, l'Union africaine et les autres, ainsi que la MINUSMA qui est présente ici, et les Maliens eux-mêmes pour que les élections présidentielles en 2018 puissent se tenir? Oui, bon, si j'ai à écouter les uns par-ci par-là, nous avons l'impression que nous sommes tous dans cette dynamique, sauf exception du gouvernement, qui a peut-être qui a un autre agenda. Parce que, en écoutant le ministre, je pense qu'il n'est pas aussi dans cette logique. Dire qu'ils ont appris par-ci par-là, qu'il y a des personnes. Un gouvernement n'est pas aussi et se prononcer sur des rumeurs. Aucun parti politique n'a demandé qu'on aille vers une transition. Moi, je n'ai pas entendu. Si par des personnes isolées, individuellement, les gens sur les réseaux sociaux... Quand vous dites un autre agenda différent de celui de la défense des intérêts du Mali? Non, la défense des intérêts du Mali passe forcément par la tenue de ces élections présidentielles à la date indiquée. Maintenant, celui qui n'est pas dans cette démarche a un autre agenda. Ça, et vous pensez que le gouvernement n'est pas dans cette démarche? J'ose espérer. Le gouvernement dit qu'il est là-dedans. J'ose espérer qu'il soit dedans. Et je pense que ce n'est pas les mots, c'est le comportement, c'est l'attitude, c'est la démarche et l'objectif qu'ils vont engager. La démarche qu'ils vont engager et l'objectif qui vont se fixer pour la tenue de ces élections-là. Ça traverse toutes ces activités-là qui vont me fonder dans ma foi qu'effectivement ils sont dans la dynamique de tenue, coûte que coûte, vaille que vaille,
les élections présidentielles en juillet 2018. D'accord. Djigiba, est-ce que vous pensez que la MINUSMA est en train de jouer son rôle pour que ces élections puissent se tenir? Moi, je ne parle pas de la MINUSMA, moi je ne m'occupe que de mon gouvernement. C'est le gouvernement qui est responsable. C'est IBK qu'on a eu en 2013 et il savait qu'au bout de 5 ans, il y a le renouvellement du mandat. Il y a d'autres, il y a les élections présidentielles. Donc moi, je ne m'adresse pas à la MINUSMA, je ne m'adresse pas à Barkhane. Non, c'est le gouvernement malien qui a la responsabilité. C'est IBK qui a la responsabilité d'organiser les élections en juillet 2018. Il savait très bien qu'en l'élisant en juillet 2013, 5 ans plus tard, c'est lui qui devait organiser les élections. Donc, si les élections n'ont pas lieu, si les élections sont empêchées d'une manière ou d'une autre, c'est le gouvernement qui est responsable, c'est le président de la République qui est responsable, pas la MINUSMA. D'accord. Sango, est-ce que la violation des textes de la CEDEAO aura un impact sur les élections présidentielles en juillet 2018? Non, pas du tout, parce que la modification qu'ils ont proposée, la modification qu'ils ont proposée au texte de loi, ça ne porte aucun préjudice sur les présidentielles. Mais il faut la sincérité, il faut la bonne foi et il faut marcher dans ce sens. Donc, comme on le dit dans le jargon des journalistes, les faits sont têtus. C'est à partir des faits qu'on peut juger. Et aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en train de poser des actes favorables qui rassurent et qui convainquent pour dire qu'il y aura des élections fiables en 2018. Alors, on doit faire une croix sur avril 2018 et aller vers juillet, août 2018 pour élire le président de la République, le nouveau président de la République pour le Mali. D'accord. Dernier tour de table, 1 minute pour chaque invité pour son dernier mot. On commence par vous, Boulan Baro, par rapport à ces élections. Bon, vraiment, comme on va se répéter, la répétition est pédagogique. Vraiment, nous lançons un appel vibrant vraiment au gouvernement de mettre tous les moyens dont il dispose déjà à contribution pour organiser les élections. Moi, je ne vais pas les faciliter la tâche dès à présent de faire le courage sur les élections locales. Parce que je me dis que les élections locales qu'ils ont prévues en perspective pour avril est un indicateur pour moi d'apprécier si effectivement ils sont en mesure d'organiser les élections présidentielles. Maintenant, si dès à présent on leur demande de mettre un courage là-dessus, ça les facilite trop la tâche. Et vous allez contribuer aux actions pour que ces élections puissent se tenir? Moi, nous contribuons. Nous allons contribuer en tant que parti politique, pour que ces élections puissent avoir lieu. Djigiba Keïta d'IPPR. Merci. Mon souhait n'est pas que les élections d'avril n'aient pas lieu. Mais je n'ai pas confiance au gouvernement. Je crois qu'il est incapable d'organiser les élections d'avril et d'organiser de bonnes élections en juillet. C'est pourquoi je dis, je les conseille sagement. C'est eux qui peuvent apprécier sagement, dès maintenant, mettre le curseur sur le juillet 2018 parce que les présidentielles doivent absolument avoir lieu. Les présidentielles ne peuvent pas ne pas avoir lieu, sinon ça en serait fini peut-être pour notre pays et que Dieu nous en garde. À vous, Sango. Non, moi j'ai dit de mettre la croix sur avril 2018 parce que ce gouvernement, pour organiser les élections communales, a fait 4 reports. Ça devrait être organisé en avril 2014. Finalement, c'est en novembre 2016 qui a été organisé. Et ce n'est pas une priorité, les élections locales. Le temps de mettre tout le monde d'accord qu'on aille directement au présidentiel ou aux législatives en 2018. Je pense que ce serait ce qui est mieux pour le Mali. D'accord. Report des élections en 2018. À quoi peut-on s'attendre? C'était le sujet du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Boulan Baro de la majorité, Djigiba Keïta du parti parrainant, membre de l'opposition, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections. Je précise que Boulan Baro est membre du parti Sénile de Fassoyire-Ouatton. Le débat a été réalisé par Fatoumata Togola, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara, à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. Il s'agissait d'un partenariat avec le programme d'engagement civique. Merci et à demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.